Bonsoir. À nouveau, nous étions ensemble il y a peu de temps. Alors, pour la deuxième intervention de cette soirée, nous allons accueillir une femme d'exception qui nous montrera comment il est possible dans la France d'aujourd'hui de se construire et d'exister en dépit de racines si nombreuses qu'elles pourraient interdire la formation d'une personnalité. Connaissez-vous, imaginez-vous même, qu'en France d'aujourd'hui, on puisse être à la fois sportive d'excellence, juriste, conseillère politique, actrice et écrivaine. On peut regarder, on ne voit pas. Et elle n'est pas simplement tout cela. Quand on dit sportive, elle a été championne de France du 4 x 100 mètres. Quand on dit conseillère politique, c'est conseillère culturelle de toute la région Île-de-France. Et quand on dit écrivain, auteur à succès, son dernier livre, Racé, vient de recevoir le prix du livre politique 2021. Et si c'était tout? Rachel Kahn est juive par sa mère, son père est musulman, elle est blonde par sa mère, noire par son père. Ses grands-parents maternels ont été poursuivis par les nazis et la famille de son père vivait en Gambie. Les mots de ces livres sont clairs, nets, et le livre de Rachel Kahn s'inquiète et parfois condamne la tentation de certains membres de communautés de s'enfermer entre eux pour livrer des combats aujourd'hui. Et évidemment, une attitude de ce genre nuit à l'universalisme qui est la règle d'or de notre République. Rachel Kahn, une voix libre, indépendante et un exemple de ce que peut être la construction d'une femme libre dans la France d'aujourd'hui. Je vais la chercher. Il y a des endroits, Rachel Kahn, où vous avez un moins bon accueil. Ah oui, absolument. Je suis ravie d'être à Pau. Oui, vous m'avez dit ça tout à l'heure. C'est bien, hein, le genre de rencontre ouverte à tout le monde dans une ville. Non, mais c'est fabuleux. Qu'on puisse dialoguer, oui. Parler, se rencontrer, entendre une autre voix, c'est important. Être en relation, c'est ce qui fait notre beau pays. Et puis continuer de construire sur ce qui a été notre patrimoine, nos créations, nos œuvres, savoir quelle est notre mission dans la vie. Mais oui. Et la France nous permet ça. Partager, en liberté. Oui. Alors, vous avez dans le livre Racé, dont on vient de parler, prix du livre politique 2021, des mots durs, hein. Vous ne cachez pas derrière de petits doigts, vous dites les choses telles que vous les sentez. Et je me demandais pourquoi vous avez pris cet a priori comme ça de dire clairement les choses. Parce que vous auriez pu, comme d'autres, hein, on voit des essais de temps en temps, un oui, un non. Qui tortille on fait attention, non, pour ne choquer personne, comme pour mieux être proche de la vérité. Vous avez fait un choix différent. Vous avez dit, pour que la vérité, ma vérité, soit comprise, il faut que je la dise. Nettement. Il fallait aussi être en face de ses pensées, essayer d'écrire quelque chose avec véritablement
ce que je ressentais tout au fond. Et dans cette société où certains font un buzz par jour, il y a beaucoup de bruit, parfois on n'arrive plus à accéder à son intimité, à ses pensées. Et Racé, c'était ça, c'était commencer avec les mots, des mots qui peuvent nous heurter. Et en fait, à force de ne pas avoir de recul avec ces mots, on les utilise, alors que c'est des mots qui nous tuent. En tout cas, qui tuent notre manière d'être en relation en France. Juste un mot avant qu'on aborde le livre. J'ai hésité entre deux mots, colère, parce qu'il y a comme ça du muscle, beaucoup de muscles et de sang dans votre livre, ou alors cri, comme un cri, en disant « là, il y a quelque chose qui ne va pas ». Quel est le bon mot pour vous? Peut-être un cri, un écrit. C'est ça. Oui, un écrit, c'est mieux, oui. J'y avais pas pensé. Mais sur le fond? Sur le fond, un malaise. Un malaise. Un malaise. Parce que la colère, je ne sais pas vraiment. En tout cas, c'était de pouvoir embrasser un principe qui est le principe de la liberté d'expression. Et j'avais le sentiment qu'on a peur en fait de parler, on a peur d'écrire. D'évoquer le sujet. Ouais. Exactement. Et ces questions-là, en fait, qui reviennent, ces questions raciales, ces questions d'identité. Moi, j'ai pas été élevée dans ça, en fait, pas du tout. Donc, c'est plutôt ce malaise. Voilà, ce malaise aussi par rapport à certains discours, évidemment des discours d'une violence rare, et puis des discours un peu fleuves qui nous mènent nulle part. On va en parler. Ouais. Le titre Racé, pourquoi? Parce que c'est un joli mot de la langue française. Parce que les gens se demandent, ça veut dire racé. Ah oui, racé. Racé, déjà il y a deux définitions dans le dictionnaire. Racé, c'est évidemment un animal, un cheval racé. Et puis racé, c'est aussi une forme de noblesse dans l'attitude. Et j'ai choisi de rajouter une troisième définition, qui est le fait d'avoir plein de racines en soi, ce qui est mon cas. Et puis enfin, c'était un pied de nez, un mot qui nous sépare, et qui est le mot racisé. Alors, petite fille, vous êtes dans une famille unie, vos parents s'aiment, ils aiment leurs enfants, donc tout va bien. Et je voulais vous demander si dès l'école, et puis la danse, vous faites de la danse à partir de l'âge de 5 ans ou 6 ans, vous avez senti que parce que vous étiez vous, il y avait des gens qui ne vous parlaient pas, qui vous mettaient à part. Vous avez senti ça ou pas du tout? Pas du tout. Quand vous étiez enfant? Non. Non, à part, non. Enfant, pas du... Moi, j'étais à l'école de la République en Touraine, donc c'était plutôt l'école de la République. Donc on était tous à égalité. Après, c'est certaines... Vous n'avez pas eu de signe de racisme, de choses comme ça? Non. Non. En revanche, après, c'est lorsque j'ai fait de la danse classique, où là, j'ai été confrontée à un moment donné sur une professeure de danse qui préférait m'orienter, au fond, sur des esthétiques plus contemporaines, ou plus hip-hop, ou plus je ne sais quoi. Et moi, ma passion, c'est la danse classique, encore aujourd'hui. Hein. Oui. Voilà. Mais effectivement, ça a été un petit peu dur, parce que surtout, je ne le comprenais pas comme quelque chose qui avait à voir avec ma couleur de peau, ou mes cheveux, ou... Par exemple, quand il y a ces histoires de collants couleur chair, moi j'arrivais avec des collants marrons, donc c'était pas la bonne couleur. Mais voilà. Après, vous n'avez pas ressenti vraiment une agression importante? Non, mais c'est pas vraiment une agression. Enfin, faut comprendre aussi que moi je fais partie de la génération, une des premières générations du métissage. C'est la génération en fait après les indépendances. Ouais. C'est comme Yannick Noah en fait. Donc c'est ces couples, c'est et donc, dans les années 70, 80, il y a eu une ouverture. Il y a eu une ouverture et ce métissage. Alors, vous aviez une mère qui était libraire, oui. Un père professeur d'université, professeur à l'université, donc une famille d'intellectuels, on va dire, d'intello, on dit. Hein. Et vous passez une grande partie de votre temps à faire de la danse et à courir. C'est bizarre, je veux dire, pour une fille d'intellectuel de faire son corps à tout prix. Oui.
Alors, c'était pour dire que les parents ne savaient pas qui vous étiez? oui, c'était pour dire autre chose, pour raconter, ok, vous avez votre histoire et moi j'ai la mienne aussi. Donc je fais le contraire de ce que vous faites. Évidemment, ça c'est la base. mais c'est vrai que notamment lorsque je faisais de l'athlétisme, et puis aussi dans la ville de Tours, il y avait un groupe de rap. Et là, mon père, un jour, m'a dit, bon, les trucs le sport, la musique, il faut arrêter les trucs de noir, quoi. Il m'a dit ça. Votre je l'ai père, pris, oui. mais oui, mais je l'ai pris extrêmement mal. Non, mais... Vous vous rendez compte, ah oui. Mais surtout, mon père, je ne vais pas refaire le sketch de Muriel Robin, mais il est pas noir, il est bleu. Donc, Non, mais c'est vrai. J'ai une maman qui est très blanche polonaise et un père qui est très noir, qui vient de la Sénégambie, donc les Sérères et les Peuls. Et il vous dit, il faut arrêter les trucs de noir. Il faut arrêter les trucs de noir. J'ai compris plus tard que c'était sa manière de me dire je t'aime. Ouais. Oui. C'était sa manière de me dire je t'aime. Et donc, va à la fac, va travailler. C'est ça. L'exigence des papas africains. Alors, je ne sais pas si c'est le conseil de votre père, mais il y a un changement quand même à partir d'un certain âge. Et moi, je vais parler du co-auteur de votre livre, parce que vous le citez 40 fois. Donc, je considère qu'il a une part légitime dans votre livre. C'est un être exceptionnel, dont tous les talents, le courage, un homme libre. Romain Gary, Émile Ajar, deuxième nom pour le même homme. Et vous dites, ça a été un choc pour moi essentiel dont je ne me séparerai jamais de la rencontre de ce monsieur. Oui, absolument. Et je vous remercie d'avoir dit que c'était un ouvrage collectif racé. C'est très juste. Coécrit. Coécrit. Effectivement, Romain Gary, Émile Ajar, pour moi, a été une révélation puisque c'est un homme si complexe, avec toutes ses nuances, qui se réinvente en fait à chaque livre, mais vraiment qui se réinvente totalement à chaque livre, au point de se créer une autre identité et une autre manière d'écrire. Et puis avec des phrases, enfin son humour aussi, à la fois acidulé, corrosif, qui nous renvoie au réel. Je trouve ça absolument passionnant, et surtout après de faire de ses vies des œuvres, c'est ce qu'on attend d'un artiste, je crois. Et en plus, avec cette finalité qui est au fond la finalité de la réconciliation. Pour moi, c'est ça, les artistes. Et vous dites un mot que vous avez trouvé chez lui, mais qui, d'un coup, peut-être vous réconcilie avec toutes vos racines, c'est le mot « additionner ». C'est-à-dire qu'il considère que des expériences, les unes à côté des autres, ça ne fait pas des fractures, ça ne crée pas de fractures, mais ça permet à quelqu'un de devenir millefeuille, additionné, d'être complet en fait. Exactement. Enfin, millefeuille quand on aime le sucré, sinon c'est lasagne si on est plus salé. Vous faites la cuisine en plus. Absolument. J'ai oublié de le dire au départ. Non, mais effectivement, lorsqu'il dit, Romain Gary, nous sommes tous des additionnés, ça m'a fait réfléchir aussi sur ces racines multiples que l'on a tous. Hein. Moi, je prends des alibis qui sont assez forts parce que c'est surtout aujourd'hui, juifs, musulmans, blancs, noirs et tout, mais on a tous ça en nous. Nous sommes tous des additionnés. Et ça m'a fait réfléchir par rapport au métissage, parce que souvent on vous dit que le métissage, c'est 50 et 50. Donc au fond, comme s'il y avait une soustraction dans la personne. Et je pense que c'est très précisément l'inverse. Le métissage, c'est une addition. Alors, dans le livre précédent qui s'appelait « Les grandes et les petites choses », par parenthèse, c'est un très bon livre. Racé, on l'a dit, mais là, c'est un livre assez vraiment intéressant à lire. Alors, vous parlez de leurs parents. Je n'ose pas leur dire, c'est pour ça qu'il y a un rapport entre ce dont on parlait avant, votre père et puis la décision du livre. Je n'ose pas leur dire que je n'ai rien à voir avec leurs histoires, donc les histoires de mes parents. Parce qu'on a toujours plus à voir avec les histoires des livres. Je ne peux plus me défausser. Alors demain, j'irai en cours, puis à la bibliothèque, ouvrir des livres comme on ouvre des portes. D'abord, c'est très bien écrit, et en plus, ça veut dire que votre père avait raison, si j'ose dire. D'ailleurs, vous découvrez quelque chose, après avoir la lecture d'Ajar, j'imagine, qu'un univers s'ouvre et que c'est un univers de liberté. Absolument, que c'est un univers de liberté, et aussi que
voilà, les artistes n'ont pas de couleur de peau. Enfin, là, un écrivain, son origine, c'est la bibliothèque, effectivement. On a comme origine aussi les musées, notre patrimoine, nos compositions. On a tout ça, en fait, en nous. Après, il faut ouvrir ses portes à l'intérieur de soi pour pouvoir se découvrir à nous-mêmes. Et vous avez comme ça un certain nombre d'auteurs qui vous glissant, d'autres auteurs qui ont pris la suite d'Émile Ajar, qui ont ajouté eux aussi, qui ont ajouté à votre personnalité et à vos compréhensions. Oui, oui, complètement. Et puis dans la librairie de ma mère aussi, oui. Je pouvais. Alors, à cause de votre père peut-être, ou de la rencontre avec Ajar, vous avez modifié un peu vos passions. Vous avez peut-être abandonné un peu la danse. Moi, je trouve que le droit, c'est aussi de la danse. Le droit, c'est la danse. Oui. Mais oui. C'est comme la politique, c'est-à-dire qu'il y a une forme de création par rapport à certains objectifs, notamment dans la manière d'argumenter, la manière de rédiger ses plaidoiries. C'est un exercice artistique. Pourquoi accumuler à partir de ce moment-là les activités? On a dit 5-6 activités où vous brillez. Donc on se dit, pourquoi ajouter actrice? Pourquoi ajouter écrivain? Pourquoi ajouter toutes ces activités en même temps? On se dit, mais elle ne trouve son bonheur dans aucune activité, qu'elle aille en chercher encore d'autres. Non, alors il y a une partie peut-être de curiosité. Et puis, je crois que ça va avec ce pédigré, finalement. Je suis, on va dire, afro-yiddish, ok. Mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'après, dans un existentialisme passionné, j'avais envie d'essayer plein de choses. Voilà. Et par ailleurs, j'ai vraiment le sentiment, on a parlé d'addition tout à l'heure au niveau des racines, des origines. Ça s'applique aussi aux activités. C'est une conjugaison, là, pour le coup. Et c'est vrai que toutes les activités, toutes les expériences se conjuguent, on apprend et ça nourrit parfois d'autres choses. C'est vrai que le droit peut nourrir l'écriture et l'écriture peut nourrir le jeu. Donc, c'est quelque chose qui s'enrichit, en fait. Et ça, c'est l'infini. Et c'est le propre aussi de l'être humain. Alors, dans le livre Racé, on en revient à ce dernier livre qui a provoqué quelques remous. On peut se demander d'abord pourquoi vous êtes la première en France à avoir soulevé un problème sur lequel tout le monde a une idée, en fait, qui s'est introduit dans notre débat public depuis 1 an et demi. Et c'est vous qui, la première, dites il se passe des choses en ce moment, il se dit des choses qui ne sont pas conformes à l'universalisme et à la recherche de la liberté. Qu'est-ce qui vous a comme ça permis d'ouvrir une armoire qui n'était ouverte par personne encore? Alors peut-être cette histoire d'histoire, c'est-à-dire c'est vrai qu'avec cette histoire à la fois la Shoah, ma maman a été cachée pendant la guerre, la colonisation, l'immigration, peut-être que j'ai une sensibilité à quelque chose. Mais aussi, c'est surtout mon amour pour la France et aussi mon amour de mes parents. Mes parents n'auraient pas pu vivre leur amour ailleurs qu'en France, avec ces principes d'universalisme, d'ouverture, de conjugaison, de dialogue, de relation. Et moi, je n'aurais pas pu naître ailleurs qu'en France non plus. Et ça, je le sais. Et puis par ailleurs, il y a autre chose, c'est-à-dire que je suis... mon professeur de droit disait une obsédée textuelle. Mais c'est ce truc de la Constitution. Dans Racé, la réalité, c'est que je n'ai pas inventé la poudre. J'ai simplement raconté, avec mes mots, ce que dit la Constitution française. Alors, je trouve ça assez dingue, en fait, qu'on m'en fasse des procès, parce que moi, je dis très précisément la liberté, l'égalité, la justice, l'égalité, fraternité. La fraternité qui permet notre réparation. Donc, en fait, il y a un lien entre les parents que vous avez vus vivre, qui venaient d'horizons qui n'avaient aucune chance de se rencontrer, ailleurs qu'en France, et vous dites, il y a en ce moment des gens qui attaquent ce principe-là.
Oui, et puis qui surtout... touche à l'essence même du pays. Exactement. Parce que nous, on a cette chance, en fait, de ne pas être un peuple ethnique. On est un peuple politique, on est un peuple historique. Et donc, on est un peuple qui se reconnaît dans des principes extrêmement puissants, extrêmement forts, universalistes. Et puis, alors, en plus, avec les religions, c'est-à-dire à la fois juive, musulmane, ma grand-mère catholique. Donc, ça fait beaucoup de choses. Vous les collectionnez, oui. Oui. C'est pour ça que je suis contre les quotas, parce que sinon, je deviendrais trop, vous comprenez? C'est ça. Il faut couper en trop de morceaux. Soyez trop divisés. Non, mais quand on est petite et qu'on vit dans un environnement, effectivement, en Touraine, avec cette famille, moi, j'ai quand même vécu des scènes extraordinaires avec mon grand-père à l'accent yiddish, qui parlait avec mon père à l'accent wolof, donc du Sénégal. Ils se parlaient entre eux, ils se faisaient des blagues avec leur humour respectif. Et quand on sort, après, quand on est plus grande et à l'adolescence, qu'on ne comprend pas très bien, et puis qu'à 35 ans, on vous dit, vous êtes de la diversité. Mais moi, mes parents, ils ne m'ont jamais dit que je suis de la diversité. C'est-à-dire que, c'est quoi cette histoire? Voilà, Et donc, et après, plus tard encore, on vous dit les réunions en non-mixité avec la safe space. Moi, ma safe space, c'est mon grand-père qui parle yiddish avec mon père qui est musulman et qui est très noir. C'est ça mon environnement sécurisé. C'est quand tout le monde est mélangé et pas quand il y a ces replis avec des gens qui rejouent des névroses ségrégationnistes. Alors, juste pour qu'on soit un peu précis, pour qu'on comprenne bien votre pensée, vous avez écrit un livre avec d'autres auteurs, femmes, « Noir n'est pas mon métier ». Donc on a compris lorsque vous avez écrit ce livre que vous étiez absolument pour le fait que dans les services publics, à la télévision, dans toutes les manifestations extérieures du mode de vie à la française, il faut qu'il y ait des Noirs qui soient à hauteur de ce qu'ils sont dans la société. Ça, c'était votre combat. Et vous dites, raciser, c'est tout autre chose. Expliquez-nous la différence entre le combat que vous avez mené il y a 4 ans ou 5 ans. En 2018. 18, ouais. 3 ans. Ouais. Noir n'est pas mon métier. Et le fait que maintenant, vous dénonciez des choses qui vous paraissent absolument contraires à ce qui était votre intention au départ. Alors, je ne sais pas si je dénonce. Je pense que j'énonce. C'est juste une... Ouais. C'est en termes d'énergie. Mais en fait, effectivement, Noir n'est pas mon métier. Donc, c'était en plus un titre que j'avais écrit en fait, dans mon chapitre pour ce livre. Et effectivement, quand on milite pour plus d'égalité, pour qu'il y ait une meilleure représentativité, pour que justement, pour nous réparer, encore une fois, que chacun soit représenté au regard de ses compétences. C'est vrai que Noir n'est pas mon métier. C'était un titre qui me semblait juste et qui faisait en sorte aussi que si on a un métier, on doit travailler pour, on a une exigence pour, et ça ne peut pas être simplement une couleur de peau. Sinon, on se réveille un matin, on est noir, on fait des trucs de noir, on pense noir, on mange noir, je ne sais pas. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, c'est l'inverse, moi, de tout ce que j'ai fait, notamment à travers le sport ou le droit. C'est-à-dire comment on va chercher en soi pour aller au-delà de soi, au-delà de ses propres limites. Même des apparences. Exactement, exactement. Et alors effectivement, après, alors en plus, ce qui est drôle, c'est que dans toutes les polémiques, on pense que c'est moi qui ai changé, mais je maintiens, Noir n'est pas mon métier. Vous le maintenez? Noir n'est pas mon métier. Et aujourd'hui, il y a eu un basculement, en fait, et je le vois malheureusement dans des créations où, en fait, Noir devient un métier. Donc c'est effectivement, on va sur les plateaux de télé, on va créer des films qui sont en deçà, en fait, de l'imaginaire. Comme je disais, un artiste doit s'émanciper, et doit faire en sorte que les gens s'émancipent, et non pas l'inverse. Et donc, là, aujourd'hui, il faudrait créer des films qui parlent des choses de noir. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, c'est peut-être... Ce que disait votre père. Voilà, c'est ça. Avoir des scénarios qui racontent des histoires de noirs. En tout cas, devenir le cliché de soi-même. Et ce qui, en fait, gomme la personnalité. C'est-à-dire que chacun... Prison, il y a quelque chose comme une prison. En fait, c'est ça, c'est une identité carcérale. C'est une identité absolument carcérale. Vous n'avez pas besoin, en fait, d'écouter l'autre.
J'arrive ici, vous savez exactement ce que je pense. Parce que je vais vous dire des trucs de noir. C'est pas du tout intéressant. Parce que j'ai la couleur de peau. C'est-à-dire que c'est de la déshumanisation. Ça déshumanise la personne. Et donc, au fond, quand on regarde les racistes et les racialistes, en fait, c'est le même discours. En fait, ça revient au même à la fin. Se conforter ou n'avoir que ce signifiant qui gomme l'ensemble de ce que vous pourrez faire, c'est essentialiste. Et c'est tellement triste pour la vie. Comment vous expliquez ce qui s'est passé? On en disait tout à l'heure un mot, ça date d'1 an et demi, cette espèce d'attaque sur ce point-là, ce changement en fait. Il y a un changement, puis il y a aussi un sentiment, j'ai l'impression aussi, ou une envie de vengeance, de pointer l'autre du doigt, de compter les noirs dans la salle, de compter les blancs, de compter les femmes, de compter les hommes. Moi, c'est-à-dire que ça me heurte, mais très profondément. Je pense qu'on doit avoir chacun une responsabilité d'accueillir tout le monde dans tous les métiers, etc. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir des logiciels et des choses pour compter. On voit s'il n'y a pas assez d'hommes ou pas assez de femmes, pas assez de noirs, enfin, on le voit. Et effectivement, il y a une crispation, et je pense que ça s'explique aussi par... malheureusement, on est dans une société, et j'en fais complètement partie, très névrotique. Très névrotique. Névrotique. Il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'ego, en fait, avec des leaders de ces communautés qui dictent le pas, en fait, notamment dans la communauté noire, un leader qui va dicter le pas, qui va vous dire quoi penser. Et vous êtes un mouton, et vous n'avez pas le droit de penser par votre propre conscience, avec votre propre histoire. Et c'est très précisément, et c'est ça qui est fou dans ces nouvelles manières de faire, là, c'est que tout ce qu'ils dénoncent, en fait, ils le font. C'est-à-dire que je pense, par exemple, ça veut dire quoi, exactement ? Les décoloniaux, par exemple. Donc, c'est ce truc des décolonialistes, etc. Bon, c'est quand même une colonisation américaine, tout ça, le wokisme, etc. Bon. Ensuite, quand on pense à l'esclavage et à la libération, à la liberté, l'objectif des esclaves, c'était d'avoir un nom et un prénom, d'être considérés comme des êtres humains, des personnes. Et aujourd'hui, on voit très bien que lorsque vous avez un nom et un prénom, vous êtes un traître, vous êtes Banania. Quand vous le revendiquez comme étant à vous et que personne ne peut interférer, c'est ça que vous voulez dire? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, en tant que, je ne sais pas, c'est dans le préambule de la Déclaration universelle ou même dans le préambule de la Constitution des droits de l'homme et du citoyen, c'est quand même, les êtres sont doués de raison. C'est ça l'universalisme, en fait. On n'est pas des moutons, on n'est pas dans un régime dictatorial où, en fonction de votre religion et votre couleur de peau, vous ne pouvez pas penser autrement. Et dans la démocratie, on est quand même dans une année très démocratique, là, donc il faut peut-être réfléchir à ce qu'est la démocratie. Pourquoi tous ces gens que vous avez... parce qu'à la sortie de votre livre, il y a eu des réactions, des gens dont vous parlez. Ils ont été violents avec vous? Ça veut dire ils vous considèrent comme une traître, vraiment une traître? Oui. Oui. Extrêmement violent. Et d'ailleurs, c'est étonnant parce que lorsqu'on est pour l'égalité, lorsqu'on est pour plus de représentativité, c'est étonnant qu'à chaque fois qu'il y a une tête qui dépasse, parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas la seule, on est beaucoup là à commencer. Ça commence. C'est une très bonne chose. Dès qu'il y a des têtes qui dépassent, dès qu'il y a des hommes, des femmes qui écrivent des livres, ils sont des traîtres. Donc c'est l'inverse en fait de l'objectif normalement poursuivi. Après, j'ai vécu une journée assez étonnante où justement une personne racialiste avait posté en fait en parlant de moi un banania, vous savez, Yabon banania, donc c'était moi. Le bon noir. Oui, voilà, le bon noir. Voilà, oui. voilà. Donc, c'est ça, Banania, en fait. Ça oui, veut dire ça, en fait, c'est le noir qui est soumis, qui voilà. Caresse les blancs dans le sens du poil, si elle me connaissait, cette personne... Bon, bref, en tout cas, et le même jour, j'ai eu un Banania de la part de ces racialistes plutôt d'extrême gauche, et de la même manière, un Banania de quelqu'un de l'extrême droite.
Et ça, ce moment-là était très significatif en fait de cette. La même image. Oui. Donc, voilà, ils se conjuguent, ils se répondent, mais en tout cas, ça ne fait pas avancer nos humanités, à mon sens. Votre choix fondamental de vie, on a vu vos différentes étapes, c'est artiste. Parce qu'on a oublié une chose, c'est que vous dirigez un centre à Paris, qui est le grand centre du hip-hop en France, le plus grand centre, je crois. Hein. Oui, tout à fait. Oui. Et pourquoi vous vous occupez de ça en plus ça fait un moment que vous y êtes, hein, c'est de la place. En fait, exactement, parce que c'est dans la continuité de ce que j'avais commencé en fait à la région Île-de-France, lorsque j'étais conseillère technique sur la culture. C'était une nouvelle fois par rapport à ces questions des esthétiques et de l'égalité, de faire en sorte que toutes les esthétiques soient prises en compte par les politiques culturelles. Et donc, en quelque sorte, de consacrer, parce qu'en termes, chez les jeunes notamment, le rap, par exemple, c'est 80% de ce qu'écoutent les jeunes, et donc d'avoir véritablement... Il y avait un retard énorme de la politique culturelle par rapport aux demandes des jeunes. Et c'était vraiment d'accompagner les artistes pour qu'ils aient accès à leur création et de les accompagner, voilà, pour que ça fasse partie, et surtout qu'il y ait peut-être une conjugaison entre les différentes disciplines aussi. Voilà, je trouvais ça intéressant. Donc, c'est pourquoi j'ai candidaté pour ce poste. Que vous occupez toujours ? Toujours. Ah oui. Ouais. Vous dansez hip-hop Non, pas du tout. Moi, non, là, je vais vous pas, parce que là, vous regardez. Ah oui, je regarde. Non, mais c'est très important à mon sens. Mais une nouvelle fois sur la culture, je ne vais pas dire un truc qui va faire plaisir à tout le monde, mais je fais vraiment la distinction aujourd'hui, surtout, entre les artistes qui mettent du temps à créer les œuvres, et ça, il faut vraiment savoir. Pour les enfants, vraiment leur dire que quand on écrit un livre, quand on compose une musique, quand on est architecte ou n'importe, ça prend du temps. Et du travail. Et énormément de travail et d'exigence. Et donc, je fais la différence entre les artistes et aujourd'hui les influenceurs. Malheureusement, il y a certaines esthétiques où, en fait, on a plutôt des influenceurs qui mettent leurs trucs sur les réseaux sociaux et malheureusement, parfois, les discours et les mots, avec un vocabulaire parfois assez violent, sont mis en ligne et ces gens-là sont considérés comme des artistes. Je pense qu'il faut être extrêmement vigilant aujourd'hui sur ce qu'est un artiste, notamment à l'ère des réseaux sociaux. Oui, c'est pas facile de faire la police non plus. Hein. Ah non, c'est pas facile. Après, c'est une responsabilité de chacun. De chacun. Ouais. Ça ne peut être qu'individuel. Ouais. Vous dites parce que vous êtes maître dans les... Hein, vous avez tellement de racines que vous êtes capable de faire, de mettre ensemble des choses très différentes. Vous dites qu'il y a un rapport entre les artistes et les sportifs. Ah oui. Et que même, il y a un rapport entre un stade et un livre. Oui. Ah oui. C'est-à-dire, moi, je sais que j'écris exactement de la même manière que je cours. C'est quoi le rapport entre un sportif et le... Non, mais c'est l'exigence et le travail. Exigence de travail. C'est l'exigence de travail. C'est aussi le dépassement. Aller chercher en soi pour se dépasser, pour s'étonner aussi, parfois, trouver des choses dans l'écriture, comme parfois on peut atteindre des choses dans le sport, une manière de... Bouger les limites, ouais. C'est ça ? Élargir les limites. C'est ça. C'est la première phrase de Gainsbourg que j'avais reprise dans Les grandes et les petites choses. Bien, oui. Je connais mes limites, c'est pour ça que je vais au-delà. Ouais. Je pense que ça c'est presque un devoir citoyen, dans le bon sens du terme. Mais, oui. Mais quand j'ai vu que vous l'aviez choisi, je me suis dit que c'était une de vos devises, quoi. Oui, oui, c'est ça. Bien sûr, il faut. Hein, c'est aujourd'hui, et c'est ça dans cette forme de victimocratie ambiante, où il faut toujours se sentir offensé, voilà. Et ça ne permet pas du tout, en fait, et notamment aux plus jeunes, d'aller pousser leurs limites, d'aller travailler sur leur faiblesse aussi, et de retrouver cette exigence qui permet de vivre en homme libre, en femme libre. Oui. Toucher la vraie liberté. Ouais, c'est ça. Qu'on ignore quand on ne va pas la chercher. Oui, c'est sûr. La liberté, c'est pas quelque chose qu'on reçoit. Oui, puis alors je crois que c'était Nelson Mandela qui disait mais qui êtes-vous pour ne pas exceller, qui êtes-vous pour ne pas briller? Non mais c'est ça le truc. Oui.
mais ça demande effectivement du travail. Et il y a des idéologies, la déconstruction. Je ne vais pas apprendre à un enfant qui a 3 ans, on va jouer avec des Legos, je ne vais pas lui apprendre la déconstruction. Enfin, je veux dire, ça met 30 secondes et voilà, non, il faut toujours savoir construire. Et si on se trompe, justement, reconstruire encore par-dessus. J'ai visité la ville aujourd'hui avec monsieur le maire, c'était justement par rapport à ces histoires d'architecture et de construction. C'était fabuleux. Alors, il y a un passage dans votre livre, 2-3 passages, sur les mots. Les mots qui sont très importants. Vous les avez classés en 3 catégories. Fourre-tout, les mots qui séparent et les mots qui rassemblent. Je vous demanderai un commentaire sur quelques-uns des mots que j'ai choisis. Par exemple, fourre-tout, vivre ensemble. Alors vous, ça vous met en colère, ça, vivre ensemble? Fourre-tout, ça veut dire que c'est une expression qui n'a aucun sens, ne donne aucune obligation, ne donne aucune direction. Je ne trouve pas dans le mot vivre ensemble, c'est-à-dire qu'il a tellement été... Succès énorme, hein, l'expression a un succès énorme. Succès énorme parce que finalement, j'ai l'impression... Pourquoi je lui en veux à ce mot-là? J'ai l'impression que ça ne mange pas de pain. C'est-à-dire que ça peut rester dans un discours. Alors effectivement, au moment où on le dit, il y a une certaine forme de satisfaction. Mais ensuite, en acte, et aussi j'ai un problème avec ce mot parce que c'est vivre ensemble, on ne sait pas s'il faut mettre un trait d'union ou pas. Un trait d'union, donc de manière symbolique, ça dit quelque chose. Et en plus, qui oblige, vous voulez dire? Comment? Vous voulez dire qui oblige? Oui, et puis surtout, c'est une expression qui est à l'infinitif. Et donc, ce qui est à l'infinitif, ça empêche l'action, inconsciemment, hein. Ça ne donne pas d'obligation, c'est ça que vous voulez dire? Ça ne donne pas une impulsion, en fait, une impulsion. Moi, c'est vrai qu'on l'a beaucoup entendu, et je l'ai employé, moi, à l'époque du vivre ensemble, et puis je vois que c'est pas un mot qui fonctionne, dans les faits. Oui, c'est un slogan qui ne donne pas, c'est vrai, une direction. C'est ça. Ça ne fâche personne, en tout cas. Oui, c'est pour ça que fourre-tout, c'était bien choisi. Oui. Les mots qui séparent. Alors, vous mettez minorité dans les mots qui séparent, alors qu'une démocratie, c'est un pays où on protège la minorité. Pourquoi l'avez-vous mis, qui est un acte formidable, de protéger les minorités, c'est aussi important que de respecter la majorité. Tout à fait. Pourquoi l'avoir choisi comme mot qui sépare? Parce qu'en fait, moi, j'ai fait des études de droit, mais en droit international. Oui. Et on a un sujet aujourd'hui, c'est un sujet, notre rapport au temps est problématique, notre rapport au temps et au réel. On a vécu des révolutions énormes pour l'égalité, je pense évidemment dans les années 70, pour les droits des femmes, l'avortement, l'IVG. On a vécu les indépendances, la décolonisation, il s'est passé des choses. Et en fait, ces idéologies-là nous ramènent à des endroits... Quelles idéologies? Les dogmes racialistes, néo-féministes, etc., nous ramènent à des idéologies avant tout ça, comme s'il ne s'était rien passé. Sauf que, évidemment, l'égalité, c'est toujours une bataille constante. Mais on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, on soit, à travers la notion de minorité, comme la minorité qui est consacrée au niveau du droit international, c'est-à-dire la protection, et je pense évidemment sur tous les Balkans, la Yougoslavie, ce qui s'est passé aussi avant la Seconde Guerre mondiale. On n'est plus dans cette notion de minorité. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a un espèce de désir de se créer des nouvelles minorités pour apparaître plus minoritaires encore que la minorité. Des sous-minorités. Des sous-minorités qui font qu'on pourra vous appeler minorité, puisque ça n'existait pas avant. Et là, c'est le grand jeu, et je pense notamment à l'intersectionnalité. Avant, il y avait le féminisme, et aujourd'hui, on va créer des sous-catégories qui, en réalité, divisent et qui ne permettent pas, en fait, d'atteindre les objectifs urgents. Donc, on va créer le féminisme noir, qui est l'intersectionnalité. On va créer le féminisme noir LGBT. On va créer voilà, toutes sortes de choses. On va diviser tout ça en groupes de plus en plus restreints et de plus en plus demandeurs de... Oui. Alors, et qui ne vont plus dialoguer ensemble, surtout. C'est ça. L'histoire des réunions en non-mixité, c'est ça. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, il y a le féminisme truc, le féminisme machin, et les deux ensemble n'ont pas le droit même de...
En fait, c'est considérer qu'il y a des problématiques qui ne concernent pas certaines personnes. Mais ça, c'est très dangereux, parce que si on force le trait, ça voudrait dire que les crimes contre l'humanité ne concerneraient pas l'humanité. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'en tant qu'humain, on est assez grand. On est assez grand pour être universel. Surtout pour comprendre que oui, au Rwanda, ça nous touche. Oui, ce qui se passe en Afghanistan, on n'arrive pas à dormir. Enfin, voilà. Et oui, s'il y a des personnes qui sont discriminées juste à côté de nous, il est bien évident que je me sens complètement concernée en tant que citoyenne française. Alors, vous avez une phrase, je comprends que vous l'ayez écrite parce qu'elle frappe énormément, mais je ne sais pas si elle est juste. L'identité, c'est le vol. Ça, est-ce qu'on peut le dire aussi brutalement que ça, aussi simplement que ça? Parce que l'identité, c'est aussi la personnalité de quelqu'un. On dit l'identité, c'est la propriété de celui qui n'a rien. Il a une identité, il a un nom, il a un prénom, il a un endroit où il est né. Voilà, c'est un monde pour lui. Est-ce qu'on peut appeler ce monde un vol? C'est très provocateur. En tout cas, la mienne... Pourquoi vous l'avez écrite? Moi, je l'ai écrit parce que lorsque votre peau ne vous appartient plus, c'est un vol. Ah, vous l'avez dit dans cette... Et oui, c'est-à-dire qu'à partir... En fait, pour moi, c'était ça. C'est-à-dire se dire que... Ce qu'on s'est dit tout à l'heure, lorsque vous êtes noir, vous n'avez pas le droit de porter les valeurs de la République. Donc, en fait, on s'approprie votre couleur de peau. Moi, j'ai compris à un moment donné que ce n'était pas ma personne qui intéressait. Mais la couleur. Ouais. Ça, c'est très violent. Ça, c'est un vol, ah oui. Oui. C'est-à-dire qu'on vous considère avec un certain regard, avec des devoirs qu'on vous impose. Exactement. Et vous êtes enfermé. Et là, enfermé. vous êtes volé oui. de ce que vous êtes vraiment. Tout à fait. Et vous êtes enfermé dans le regard de l'autre. Et surtout, il y a une colonisation mentale qui veut être imposée. Je préfère avoir votre explication. Merci. Ça, c'est une phrase qui pouvait être mal comprise. Mais c'est pour ça que je suis venue, pour qu'on en discute. Alors, les mots qui réparent, c'est très curieux parce que ce sont des mots qui invitent au silence. Ça, j'ai trouvé que c'était assez fort. Je ne sais pas si vous l'avez organisé comme ça, mais... Alors, premier mot, l'intimité. L'intimité, c'est-à-dire sa personne, serait un mot qui répare. Oui. Alors que vous êtes pour le dialogue, l'échange, la complètement. Rencontre. Mais l'intimité est absolument nécessaire et fondamentale au dialogue. De toute façon, on le sait, dans les couples ou dans les fratries, si la personne n'a pas, si les deux personnes d'un couple n'ont pas leur intimité, ça ne peut pas fonctionner. Et puis, il y a ce monde aussi qui vous empêche aujourd'hui, parfois, d'avoir accès à votre intimité, d'avoir accès à votre pensée. Se retrouver. Les réseaux sociaux, oui. les Netflix. Voilà. Toujours quelque chose qui vous coupe de votre intimité. Le confinement a été peut-être un moment, même si c'était difficile, à bien des égards, il y a eu des pertes, il y a eu tout, mais c'était aussi retrouver son intimité. Et c'est dans l'intimité qu'on retrouve aussi les autres en soi. Moi, l'intimité de Romain Gary et Émile Ajar, ça devait être quelque chose. Alors, le deuxième mot, là aussi, silence. C'est le même esprit, c'est-à-dire que le silence en soi, le silence de l'écoute, sont absolument nécessaires et indispensables pour pouvoir rencontrer l'autre. Oui. En fait, c'est un mot qui répare. Oui, parce qu'en fait, toute la troisième partie, avec ces mots qui réparent, j'ai voulu des mots qui soient très ambivalents. L'intimité, ça peut être justement le pire. Le repli, donc le pire comme le meilleur. Le silence, c'est la même chose. Oui. Ça peut être l'omerta lorsqu'on vous impose le silence. Ah oui, ça peut être très grave. Très grave. Et dans le même mouvement, c'est quelque chose qui est nécessaire à la réparation, nécessaire pour vous écouter. Et aujourd'hui, c'est vrai que le silence est quand même fondamental parce que tout le monde... dans sa catégorie, dans ses chapelles, revendique des choses. Alors on nous dit, enfin la parole se libère. Moi j'aimerais bien que l'écoute aussi se libère en même temps que la parole, sinon ça ne sert à rien.
C'est une très bonne formule, ça. Si la parole se libère, au moins que l'écoute aussi. Alors, vous faites dans ce livre-là un passage très intéressant sur deux notions qui sont confondues par beaucoup de gens. La créolisation et le métissage. Et vous savez qu'une des craintes exprimées par plusieurs responsables, décideurs, on va dire, qui est avec tout ce mélange, etc., on va tous se retrouver avec pas de couleur de peau, pas de langage, pas de musique. Tout ça va être mélangé dans un grand truc et nous, on va disparaître dans cette affaire. Donc, là, en l'occurrence, c'est pas un décideur qui dit ça. C'est un mec. Un quoi? Un mec. Il y a des décideurs qui le disent aussi. Oui. Mais celui-là, il n'est pas du tout décideur. Oui. Ouais. Il ne le sera jamais. Il ne le sera jamais. Ça, c'est sûr. C'est pas la peine d'ouvrir les paris, c'est absolument certain. Oui. Ça ne peut pas. C'est une. Non, mais c'est dans la tête de pas mal de gens. C'est une crainte comme ça. Je sais. C'est un fantasme. Un même. fantasme. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que la créolisation, exactement? La créolisation, c'est un mot qui vient d'un grand monsieur qui s'appelle Édouard Glissant. Et en fait, c'est ce qui fonde la philosophie qu'il a créée, la philosophie de la relation. Et en réalité, effectivement, ce n'est absolument pas pour Glissant la créolisation, parce qu'on entend le mot créole. J'ai fait exprès de mettre des boucles d'oreilles comme ça. Pensez à tout. Évidemment. Vous êtes non seulement actrice, mais metteuse en scène. Donc. Non, mais la créolisation, on entend le mot créole, et donc tout de suite, on a l'impression que on va nous servir du tiponge, qu'on va être tous en madras, et puis tout le monde va parler comme ça. Non, mais c'est ça. Alors, mais c'est très précisément l'inverse, c'est-à-dire que pour Glissant, non, mais ces livres sont absolument... Bien sûr, c'est un grand monsieur. Fabuleux. Glissant, c'est un très grand monsieur. Qui, en fait, avait conçu cette pensée-là en pensant à son île, qui est la Martinique. Et donc, évidemment, il a retracé le chaos qui est l'esclavage. Et la créolisation pose la question, comment sortir du chaos ? C'est ça la créolisation, c'est-à-dire que la seule manière de sortir du chaos, c'est la relation à l'autre. C'est que l'île qui a vécu un drame, dont il y a encore aujourd'hui des séquelles, comment cette île, ces îles vont pouvoir s'en sortir. Et en réalité, dans l'histoire, il y a plein de créolisations. Enfin, la créolisation, c'est ce qu'on vit aujourd'hui, notamment avec le Covid. On a eu ce chaos. Fin 2019, on est total. On est très inquiet, etc. Qu'est-ce qu'on fait avec nos intuitions? On essaie de se protéger, mais on s'ouvre au monde. On regarde ce qui se passe en Chine, on regarde ce qui se passe en Inde, les variants anglais, aux États-Unis, comment ça se passe, en Israël, comment ça se passe, comment ils vont. Et c'est ça, en fait. S'en sortir, c'est être en relation. Et c'est ça, la créolisation. Alors qu'après, il y ait des gens qui tombent amoureux... oui, bah ça, c'est la vie. C'est la vie du mélange. Mais la créolisation, c'est l'interrogation et la connaissance de ce qui se passe un peu partout et entrer dans un monde qui n'est pas seulement le sien. Et qui va avec la réparation. Après la Shoah, ça a été ça. Ça a été des familles qui sont parties aux États-Unis, qui sont parties en France, qui sont parties un peu partout à travers le monde. Donc voilà, je pense que pour les personnes dont vous parliez, il faut qu'ils relisent un peu Édouard Glissant, pour avoir une idée plus claire de ce que c'est. Oui. Et avec des idées claires, on change d'avis. Ah oui, tout à fait. Mais là, il y avait un espèce de jeu de ping-pong. C'était triste, hein, parce que d'utiliser ce mot à mauvais escient, c'est pas bien. Oui. C'est pas bien, surtout quand on a eu des grands hommes comme ça, des grands penseurs. On a le droit de jouer avec les mots, mais pas avec les personnes qui les ont écrits. Exactement. Et leur faire dire des choses qui n'ont pas ce qu'ils ont dit. Surtout lorsqu'ils ne sont plus. Une dernière question avant de passer à une dernière série. C'est une question qui fera plaisir à François Bayrou, le maire, parce qu'à chaque fois, je lui dis, tiens,
qu'est-ce que tu penses d'un tel? Il dit, il signe d'une manière étrange. Hein. Ça, cette personne-là, elle est formidable ou elle a un problème. La signature de quelqu'un porte plus de vérité que le regard, que la parole, que les choses qu'il dit ou qu'il ne dit pas. Pourquoi la signature est-elle si importante et si décisive dans le jugement qu'on peut porter sur une personne? J'ai essayé de trouver un mot qui soit peut-être encore plus précis que le mot identité. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, on entend la crise identitaire, les identitaires, l'identité. Bon. Et puis en plus, dans l'identité, il y a deux choses. L'identité, c'est ce qui est identique et ce qui est singulier. Mais ce mot signature, je trouvais que ça permettait de raconter beaucoup plus de quelqu'un. Mais ce n'est pas simplement la signature écrite. C'est votre manière de parler, c'est votre manière de rire, votre manière de regarder, effectivement. Et ce qui est intéressant dans nos signatures vocales et autres, c'est que c'est toujours les mêmes, mais chaque jour, elles sont différentes. En fonction de votre humeur, vous n'allez pas signer de l'heure de la journée. Exactement. Oui. La signature du soir n'est pas celle du matin. Exactement. Et ben ça montre que nous sommes ça nous rappelle que nous sommes des êtres en mouvement, et d'être attentif à nos signatures individuelles. Je trouvais ça intéressant, surtout dans ce contexte où on veut nous mettre dans des cases. Être en mouvement, c'est quelque chose qui vous... Être en mouvement, c'est l'essentiel. C'est la vie. Ben, bien sûr, c'est la vie. Il faut qu'il y ait du mouvement, il faut que ça bouge, il faut des cœurs battants, il faut des vibrations, Ouais. Oui, c'est la vie. Juste une petite série de petites questions. Mais juste pour qu'on se fasse une idée, en dehors de ce que vous avez écrit, des livres, quelle est votre fidélité? Votre fidélité fondamentale? Fidèle à moi-même. À vous? Ben oui. Enfin, déjà, commencer par soi, c'est déjà... Mais dans tout ce C'est-à-dire vous respectez? Ben, oui, c'est d'avoir la responsabilité de moi-même. Et effectivement, de me respecter. C'est quand on l'éprouve qu'ensuite, on peut être fidèle à ses idées, fidèle dans ses relations et autres. Votre rapport à la France, vous avez dit tout à l'heure ce que vous pensiez de la France, et c'était très, très vivant de savoir que vos parents n'auraient pas pu se retrouver ailleurs et que vous ne seriez pas né ailleurs. Ben non. Mais vous dites aussi, je suis française à 100% et je suis gambienne à 100%. Quel sens vous donnez à cette affirmation double, qui est que vous êtes à 200% de vos possibilités, ce qui est, on le sait, quelque chose dont vous êtes capable. Oui, mais donc ça veut dire que je peux progresser encore, c'est ça qui est bien. C'est ça. Non, mais c'est simplement pour dire qu'on ne peut pas... Nous ne sommes pas des êtres, en tout cas dans l'immatérialité de notre cœur, de nos pensées, c'est indéchiffrable. Donc on ne peut pas mettre de chiffres. Moi, mon amour de la France, il est absolu. Et après, je sais que je dis 100% parce que, pour d'autres raisons, je peux être engagée pleinement avec le pays de mon père. Enfin, avec le pays de mon père, c'est pas bien ce que je dis, parce que le pays de mon père, c'est ici, en tout cas, les racines. Oui, mille fois. Mais c'est une histoire singulière. Et donc, pour moi, ça va ensemble. Ce n'est pas décorrélé. Oui. Qu'est-ce qui vous émeut le... C'est aussi, pardonnez-moi, mais c'est aussi le fait d'avoir ces attaches-là qui me permettent d'encore plus aimer la France. Quand vous êtes dans des pays où il y a des enfants en fait, qui n'arrivent pas à aller à l'école, en plus il y a le dérèglement climatique, où il y a mes tantes, elles vivent dans des températures qui ne sont limite pas vivables. On est dans des températures à 36 degrés toute l'année, un accès à l'eau aléatoire. Là, on sait à quel point on a de la chance. Quand on regarde, voilà, cet après-midi, on se promenait le château, les feuilles d'automne, cette diversité, cette richesse historique, on se dit qu'on a de la chance. C'est un capital énorme pour quelqu'un. Énorme. Énorme. On ne se rend pas compte, mais... Mais on s'en rend compte aussi, voilà. Moi, mon père m'a permis, de par ses racines d'ailleurs, de mesurer la chance. La richesse. La richesse et la chance.
Qu'est-ce qui vous émeut le plus, qui vous met au bord des larmes, on va dire? C'est pas une curiosité malsaine, mais parce que je voudrais juste non, rencontrer, puisque c'est un mot que vous aimez bien, rencontrer votre pensée sur ce point-là. La dernière fois que j'ai pleuré, c'était à la Bourse du Commerce, lorsque j'ai regardé le plafond, en tout cas la peinture. Du dôme. Ouais, ça. Donc je pense qu'un tableau, un tableau, une musique, notamment la musique classique, un opéra, ça m'émeut. En fait, tout ce qui est de l'ordre de la création m'émeut beaucoup, de toute façon. Ça vous bouleverse, oui. Oui, ça me bouleverse complètement. Ça... Oui, parce que là, on est au-delà du langage. Voilà, on est dans l'indicible. Et c'est pour ça que je considère que les créateurs, les artistes, sont les législateurs de l'ombre. De l'ombre. De l'ombre. C'est-à-dire qu'en fait, s'ils ne sont pas là pour nous montrer des chemins qui ne sont pas forcément évidents. Visibles à l'œil nu. Et c'est pour ça que noir n'est pas mon métier. C'est pour ça. C'est-à-dire qu'en fait, on s'en fout. Enfin, quand on est artiste, c'est vraiment démontrer, remontrer, et je ne sais pas quoi, que dans son travail de créateur, on est noir, ça, c'est pas possible. Parce qu'en fait, ça vous coupe de la vibration essentielle d'une œuvre. Et alors, une question qui touche un peu ce que vous venez de dire. Si on devait vous demander quelle est votre plus belle rencontre que vous avez faite dans votre vie, c'est un texte, c'est un mouvement, c'est une autre personne ou c'est une musique? C'est un texte. C'est un texte. Ah oui. La rencontre avec un texte. Ouais. Émile Ajar? Ouais. C'est lui qui a changé votre vie, en fait. Votre manière de voir le monde. Il a mis de la lumière sur quelque chose, une partie. Il a mis de la lumière sur quelque chose. En tout cas, moi, Émile Ajar, Gros câlin, ça a été une révélation. C'est quelque chose, oui. Ça c'est vrai. Ouais. Oui, parce qu'il dit des choses vraiment cyniques avec cet humour complètement décalé. Et puis dans Gros câlin, on est en 1974. Il décrit un personnage qui s'appelle Mademoiselle Dreyfus, dont le personnage principal est amoureux. Mademoiselle Dreyfus est guyanaise, créole. Et en fait, il arrive à dire, oui, elle s'appelle Mademoiselle Dreyfus, elle est guyanaise, parce que c'est à cause du tourisme, parce qu'ils ont appelé beaucoup de gens Dreyfus. Et c'est des gens, en fait, c'est des gens qui ne sont pas coupables. Et je trouve ça tellement intéressant par rapport à ce qu'on peut vivre aujourd'hui, où certains veulent vous dire qu'en fait, parce que vous avez une certaine couleur de peau, vous n'êtes jamais coupable. C'est quand même assez plus qu'intuitif. 20 ans d'avance, 30 ans d'avance. 40 ans. 40 ans d'avance sur ce qu'il pressentait. Exactement. Pouvoir arriver. Et le pauvre personnage principal, il n'ose pas dire à Mademoiselle Dreyfus qu'il est amoureux. Parce que s'il lui dit qu'il est amoureux, peut-être qu'elle le prendrait mal. Elle se sentirait peut-être offensée. Mais oui. Qui se permet une liberté. Oui. En tant qu'homme blanc. Oui, c'est ça. Oui. En tant que blanc, une supériorité. Ouais. Elle comprendrait à l'envers ce qu'il avait envie de lui dire. Comme aujourd'hui, on ne peut plus se parler. Presque. Ben écoutez, heureusement qu'on est là pour se parler. J'allais vous dire, à propos de rencontres, franchement, vous rencontrer, c'est une chance. C'est un apport. Pour reprendre le mot de Gary, c'est mettre une couche au-dessus de ce qu'on est. C'est comprendre des choses peut-être qu'on avait rapidement examinées, un peu mis de côté. Et c'était vraiment formidable de vous avoir ce soir avec nous, franchement. C'était un plaisir, un intérêt et même quelque chose de plus. Vous avez comme ça de l'humour, vous riez, vous aimez la vie. Hein, c'est ça aussi. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit de ne pas vivre pleinement, moi. Ouais. Ce serait quand même un peu ballot. Ce serait bête. Oui. Alors, merci encore. Et vous allez rencontrer maintenant dans la salle les gens qui vous ont écoutés.